Albert Anatola ici. Effectivement, il y a des ministres qui sont restés à leurs fonctions, d'ailleurs des fonctions assez essentielles, hein. D'ailleurs toutes sont essentielles, mais il y a des postes clés quand même. On a le ministre Abdoulaye Diop qui reste le patron de la diplomatie malienne. Il y a le général de corps d'armée Ismaël Ouag. Il y a encore le général Sadio Camara qui est maintenu à la défense. Ce qu'on comprend peut-être par là, c'est que oui, il y a eu ce changement au sein du gouvernement malien, mais voilà, il y avait toujours des éléments sur lesquels, il y a toujours des éléments sur lesquels le président, Assimi Goïta, en tout cas, vous, toute sa confiance, justement, ceux-là qui tiennent ces différents postes assez majeurs au sein du gouvernement. On fait le parallèle quand même avec la déclaration du docteur Choguel Maïga où il disait qu'il y a des infiltrations au sein de l'exécutif malien ou au sein de la transition malienne. Écoutez, je pense que nous avons longuement parlé de commenter ces propos qui, de notre point de vue, n'étaient pas appropriés pour quelqu'un qui fait partie du système. Je parle de l'ancien Premier ministre malien, Choguel Maïga. Nous avons pensé que lorsque vous faites partie d'un système, vous ne le critiquez pas. Et s'il y a des décisions, paraît-il, qui peuvent sur de votre tête, c'est quelqu'un qui vous a nommé là, et vous avez la responsabilité, n'est-ce pas, d'impulser sa politique. C'est ça le rôle d'un Premier ministre, il ne faut pas y revenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les piliers. Dans un gouvernement, il y a des piliers. Je pense que je ne vais pas reprendre ce que le professeur Tabé Goubera vient de dire, savoir que l'actuel Premier ministre, Abdoulaye Maïga, connaît bien le poste. C'est un homme bien capé. Oui. Il a un bon relationnel. Donc, il connaît parfaitement les dossiers. Il a occupé ce poste par le passé. Il ne fait pas partie des 5 révolutionnaires qui ont engagé cette dynamique depuis en 2020. Oui. Mais il a bénéficié de la confiance, n'est-ce pas, des piliers de cette révolution. Au même titre que le ministre Abdoulaye Diop, c'est quelqu'un, c'est un diplomate de haut vol. Je crois qu'il y a son maintien, je veux dire, le fait qu'on lui ait renouvelé la confiance, ce n'est pas une surprise. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son job et il le fait avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup de fermeté, beaucoup de professionnalisme. Je crois que les leçons de diplomatie qu'il avait données à Jean-Yves Le Drian restent, n'est-ce pas, en matière de diplomatie, ils sont encore visibles sur le net. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'avenir. Oui. Je voudrais déjà, une fois de plus, rassurer la dynamique révolutionnaire et panafricaniste que la dynamique révolutionnaire se poursuit. Oui. Dans une dynamique révolutionnaire, ce n'est pas les hommes qui sont importants. Même si ce sont les hommes qui animent les dynamiques, mais ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs, chacun a un rôle précis, dans un contexte précis, un moment précis, il peut passer et il est remplacé par d'autres. Ce qui vient de se passer du côté du Mali. C'est-à-dire, on ne peut pas occulter le rôle central qu'a joué n'est-ce pas, Choguel Maïga, n'est-ce pas, dans une période cruciale, n'est-ce pas, de la révolution malienne. Il ne faut pas occulter cela. C'est la raison pour laquelle je voudrais suggérer aux autorités maliennes de ne pas fabriquer un martyr. Okay. En assignant en résidence, par exemple, Choguel Maïga, ou bien en engageant des poursuites judiciaires contre sa personne. Ce serait créer, j'ai envie de dire, des fissures dans cette dynamique. Ça va être très contre-productif en tout cas. Il a été un acteur majeur, il faut le remercier pour le rôle qu'il a joué. Et il s'est sacrifié pour ça. Je crois que dans l'intervalle, il a eu des problèmes de santé. Oui, donc, il est revenu, mais je crois qu'il est important de retenir
surtout l'actif. C'est ce qui est important, qu'il faut retenir l'actif. Maintenant, avancer. Et pour avancer, il est question justement de parachever, n'est-ce pas, la période transitoire, qui n'est pas une priorité. Je ne dis pas ça. Qui pour nous n'est pas une priorité. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui demandent un retour à l'ordre constitutionnel. Non, qui demandent un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas dans le contexte actuel, pas du contexte géopolitique et géostratégique du côté du Mali, comme au sein de l'AES, ce n'est pas une priorité. Et ça ne saurait être une priorité. Ce qui est une priorité aujourd'hui, c'est de régler, n'est-ce pas, les problèmes des Maliens, que les Maliens puissent avoir un niveau de vie acceptable, d'avoir des conditions de vie acceptables. J'ai cru entendre que l'État malien fait face à des tensions de trésorerie majeures. Oui. Donc, je crois que la priorité, c'est ça. Vous ne pouvez pas organiser les élections dans un contexte de tensions financières. À moins qu'on entre dans les scénarios habituels, c'est-à-dire que ce soit l'Union européenne ou bien Washington qui vienne financer les élections de ce côté, non. Madame Siké, dans un contexte de tension financière, il y a des priorités. Et la priorité ne peut pas être le toilette conditionnel qui va engager beaucoup d'argent pour organiser les élections. Je crois que régulièrement, on organise les élections dans plusieurs pays du continent sans que cela puisse... On change les acteurs à la tête de l'État, mais les mêmes problèmes demeurent. Et il me semble donc que l'idéal, de mon point de vue, c'est que le nouveau gouvernement s'attelle à ce que les salaires des fonctionnaires soient payés, que les Maliens mangent à leur faim et que ceux qui combattent l'inflation, trouver des ressources financières qui sont très rares. Oui. Et surtout, davantage faire pression multinationale pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations fiscales. Parce que j'ai appris que vous avez plusieurs sociétés hexagonales, qui exploitent les minéraux stratégiques du côté, n'est-ce pas, du Mali, mais qui ne veulent pas payer les impôts. Qui ne veulent pas s'acquitter de leurs devoirs civiques. Ils doivent le faire. Donc, je pense que c'est ça, de notre point de vue, qui devrait être une priorité, donner l'emploi, n'est-ce pas, aux Maliens, pour éviter que ces derniers soient tentés par l'aventure ambiguë du désert et de la Méditerranée. C'est ça une priorité. Créer des emplois, construire, n'est-ce pas, des usines, nationaliser l'exploitation, n'est-ce pas, des matières premières maliennes. C'est ça qui doit être une priorité de notre point de vue. Et surtout, consolider la dynamique qui a été mise en place, c'est-à-dire pas la dynamique, n'est-ce pas, d'autonomisation du Mali en matière géopolitique, en matière géostratégique, en matière de géoéconomie. Il faut renforcer cela. Mais surtout détruire, continuer à démanteler, n'est-ce pas, ces accords léonins que la France a signés avec la France du côté de l'AES et plus particulièrement du côté du Mali. C'est ça la priorité. Rechercher d'autres partenaires commerciaux, des partenaires stratégiques, objectifs, c'est ça, ça devrait être ça la mission de notre point de vue du nouveau gouvernement. Pas qu'on commence à nous bassiner les oreilles avec des histoires d'organiser les élections. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire pression à l'Ukraine, je veux dire à Zelensky, d'organiser les élections qui devraient avoir lieu depuis le début d'année? Parce que son mandat est terminé. Bien évidemment. Mais pourquoi est-ce que là-bas on ne fait pas pression, on ne peut pas lui faire pression d'organiser les élections? Mais parce que justement, ils estiment là-bas que le contexte actuel ne peut pas permettre l'organisation des élections. C'est la même situation que nous vivons du côté de Mali, la même situation que nous vivons du côté de l'AES d'une manière générale. On ne peut pas demander à certains ce que vous refusez de demander aux autres, d'exiger des autres. Et puis, qui sont-ils pour imposer à nos pays, à nos États, l'organisation des élections? Ça nous sert à quoi les élections? Je ne voudrais pas ici dire qu'il faut s'enfermer dans une sorte de dictature électorale. Non. Ce n'est pas une priorité dans le contexte actuel. Organiser les élections, comme ça vient de se tenir par exemple dans certains pays comme le Tchad ou bien la République démocratique du Congo, c'est des milliards de francs CFA. Ouais. Et des milliards de francs CFA qui peuvent servir à autre chose qu'à l'imposture, puisque plus tard, les mêmes populations qui ont demandé l'organisation des élections se retrouvent dans les mêmes problèmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas des infrastructures, des services de base, la santé, les routes, n'est-ce pas, les denrées alimentaires, l'inflation est galopante. Bref, des problèmes de logement. Je crois que ces milliards qui sont dépensés pour des inutilités, de mon point de vue, devraient servir à financer d'autres choses qui sont plus importantes, qui sont cruciales pour les populations. Je vais sortir en disant que
Pourquoi est-ce que chaque fois qu'une aide vient de la France, de l'Union européenne d'une manière générale, pourquoi ce n'est jamais dirigé vers les problèmes de base des populations? Pourquoi ça concerne toujours des questions de souveraineté, des questions de souveraineté démocratique? Pourquoi pourquoi cette aide n'est jamais orientée vers l'agriculture? Ouais. Ça devrait être important parce qu'un peuple, la première évolution d'un peuple, c'est l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire. Pourquoi ces aides ne sont jamais dirigées de ce côté-là? Mais parce que justement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas que les Africains aient la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, l'autonomie politique. Non. Le problème, c'est qu'il faut que l'Afrique continue d'être sous perfusion pour que justement ils aient le prétexte de rester sur le continent africain. Ce que nous demandons, c'est qu'ils partent. Et il est possible que dans le contexte actuel du côté du Mali, je vous ai dit qu'il y a des fonctionnaires qui cumulent plusieurs aérés de mois de salaire. Donc, c'est une réalité. Et ça, c'est un sacrifice. Oui. Parce qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Et ça, je crois qu'il faut saluer ces Maliens qui, justement, vivent les difficultés. Mais en dépit de tout, il y a une fierté. La fierté de lutter, mais pour devenir un État, un peuple souverain et indépendant. C'est tout libre.